Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tout nouveau format. J'ai compilé 3 affaires, chacune complètement différente, mais avec tout de même un point commun, elles ont toutes un dénouement surprenant. Vous me direz si vous appréciez ce type de format. Et maintenant, on commence tout de suite la vidéo. Je vais commencer cette vidéo par vous parler de la disparition de Ryan Borgweit. Ryan Borgweit est un homme de 44 ans, originaire du Wisconsin et père de 3 enfants. Sa femme s'appelle Emily Borgweit et ses 3 enfants s'appellent Jeremiah, Levi et Nora. Ryan et Emily ont célébré leur 22e anniversaire de mariage en juillet 2024, soit peu de temps avant sa disparition. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. C'est le 11 août 2024 que Ryan décide de faire du kayak sur le lac Green. Il quitte donc son domicile et il roule environ 1 heure jusqu'à ce fameux lac. C'est le plan d'eau le plus profond du Wisconsin. À 22h49, il envoie un message à sa femme disant qu'il se dirige vers la rive, donc là il s'apprête à rentrer. Mais il ne rentrera jamais chez lui. Le lendemain, aux premières heures du matin du 12 août 2024, voyant que son mari n'est pas rentré, Emily appelle le 911 pour signaler sa disparition. Et tout de suite, les recherches commencent. Il est 5h34 du matin lorsque les recherches débutent. Donc là, on peut dire que les recherches ont commencé vraiment très rapidement. La police a vraiment pris ça au sérieux. Sauf que ce jour-là, Ryan Borgweit n'est pas retrouvé, ni les jours suivants d'ailleurs. La police soupçonne qu'il s'est malheureusement noyé. Son véhicule a ensuite été retrouvé garé près du Dodge Memorial Park sur la rive sud-ouest du lac. Et c'est le 20 août que son kayak, son gilet de sauvetage, sa bouteille d'eau, son coffre à pêche avec ses clés et son portefeuille à l'intérieur ainsi que sa canne à pêche sont également retrouvés. Donc là, tous ces éléments, toutes ces découvertes prouvent qu'il lui est bel et bien arrivé quelque chose. Sauf que lui reste introuvable. Bien entendu, comme il a été suggéré qu'il était mort noyé, les autorités étaient à la recherche de ses restes. Le lac et les environs ont été fouillés pendant 54 jours. Une recherche massive a été mise en place pour le retrouver, mais en vain. Alors là, ça devient étrange. Normalement, on est censé retrouver son corps. Le lac a complètement été fouillé, mais on ne le retrouve pas. Donc ça a incité les autorités à reconsidérer leur théorie de la noyade et à réorienter leur enquête. C'est là qu'on arrive dans le tournant choc de cette affaire. Le 8 novembre 2024, le chef du comté de Green Lake déclare publiquement lors d'une conférence de presse qu'il pense que Ryan Borgweit est bien vivant, qu'il a organisé sa propre disparition et qu'il s'est probablement enfui en Europe. Alors pourquoi ils pensent ça? Eh bien après avoir mené leur enquête approfondie, ils ont trouvé des choses plutôt intéressantes. Alors tout d'abord, ils ont découvert que peu de temps avant sa disparition, Ryan a signalé la perte de son passeport. Donc un nouveau passeport lui a été délivré en mai 2024. Et là, le 13 août, c'est-à-dire une journée et quelques heures après sa disparition, les forces canadiennes ont vérifié le passeport de Ryan. Donc là, ça veut dire que le lendemain de sa disparition, il était en train de passer la douane. Aussi, autre découverte, Emily avait donné l'ordinateur portable de son mari à la police qui l'a donc fouillé et analysé. Alors déjà, ce n'était pas le disque dur d'origine, il avait pris soin de le changer. Il a aussi effacé l'historique de navigation. Évidemment, ils ont pu tout récupérer et c'est là qu'ils ont bien eu la preuve de ce qu'ils avançaient. Il avait bel et bien planifié sa disparition. On découvre alors que le 11 août, Ryan a pris des photos de son passeport, il a modifié son adresse mail, il a transféré de l'argent vers une banque étrangère et il a échangé avec une femme originaire d'Ouzbékistan, un pays d'Asie.
Les autorités pensent que Ryan a commencé à planifier sa disparition dès janvier 2024. C'est le moment en fait où il a souscrit à une police d'assurance vie de 375 000 $. Il a probablement fait ça pour que sa famille touche un petit pécule suite à ce faux drame. Puis le 11 novembre, donc 3 jours après la conférence de presse, le chef adjoint du bureau du shérif du comté de Green Lake réussit pour la première fois à prendre contact avec Ryan. Apparemment, ils ont pris contact avec lui par l'intermédiaire de la fameuse femme d'Ouzbékistan. On ne sait pas grand-chose sur cette femme, on ne sait pas leur lien exact. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle et Ryan se sont rencontrés via Internet, mais on peut largement supposer qu'ils ont tous les deux une liaison. En tout cas, c'est cette femme qui a aidé Ryan et la police à se mettre en contact. Et à la suite de ce premier contact, ils ont commencé à se parler régulièrement, à se parler tous les jours. Ryan ne leur dit rien quant à l'endroit où il se trouve, on ne sait pas où il est, mais par contre il a envoyé une vidéo prouvant qu'il est bien vivant, qu'il est sain et sauf. Good evening, it's Ryan Borgward. Hello, Matt. Today is November 11th. It's approximately 10 a.m. by you guys. I'm in my apartment. I am safe, secure, no problem. Hope this works. Et suite aux échanges entre Ryan et le bureau du shérif, on apprend certains détails sur sa fausse disparition. Voici comment ça s'est passé. Une fois arrivé au lac Green, il a d'abord pris soin de cacher un vélo électrique près de la rampe de mise à l'eau. Il a ensuite pagaillé dans un kayak et avec lui dans le kayak, il avait un bateau gonflable, un petit bateau de la taille d'un enfant. Puis une fois loin de la rive, il est monté à bord de son bateau gonflable, il a ensuite renversé le kayak et il a jeté son téléphone dans l'eau. Il a ensuite pagaillé jusqu'au rivage, c'est là qu'il a récupéré le fameux vélo électrique qu'il avait préalablement caché, puis ensuite il a roulé toute la nuit jusqu'à la ville de Madison. Une fois à Madison, il est monté à bord d'un bus en direction de Détroit, c'est là qu'il a atteint la frontière canadienne. Et ensuite, il a pris un bus jusqu'à l'aéroport et une fois là-bas, il est monté dans un avion et c'est là qu'il a quitté le pays et qu'il s'est rendu apparemment en Europe. Mais on ne connaît pas sa destination finale, on ignore encore où il est. Donc voilà, ce sont tous les éléments que l'on a jusqu'à ce jour. Cet homme est bien vivant, il est en bonne santé, tant mieux si on veut, mais il a simulé sa propre mort et ainsi il a fait déployer de nombreuses recherches pour rien. D'ailleurs, le bureau du shérif envisage de l'inculper pour obstruction, pour entrave à l'enquête, à cause de tous les moyens, toutes les actions qui ont été mises en œuvre pour le retrouver. Les recherches ont duré 54 jours et ont nécessité entre autres des drones sous-marins, un sonar de haute technologie, des plongeurs, des chiens de recherche. Donc il est possible qu'il soit dans l'obligation de rembourser tous les frais de recherche. Ils sont estimés entre 35 000 et 40 000 $. Puis, mis à part les frais de recherche, il y a aussi les mensonges, la mise en scène, la tromperie. Tout ça, ça constitue des délits, des crimes. Et le temps et les ressources consacrées à cette affaire auraient pu aussi être utilisés pour de véritables urgences, pour de vrais besoins. Mais je pense surtout à sa famille, à qui il a fait vraiment beaucoup de mal, à sa femme et à ses 3 enfants, qui le pensaient mort, alors qu'en réalité, il les a abandonnés. D'ailleurs, à ce jour, malgré que l'on sait qu'il est bien vivant, il semble qu'il n'a pris aucun contact avec sa famille. Ce n'est pas la première fois que l'on entend ce type d'histoire d'une personne qui disparaît sans donner de nouvelles pour disparaître, pour laisser leur vie derrière eux. Alors je ne suis pas dans la tête de ces personnes, mais je pense encore une fois surtout aux familles, aux proches qui subissent cette douleur. D'ailleurs, depuis que sa femme et ses enfants ont appris la vérité sur cette histoire, évidemment, ils sont complètement dévastés. Imaginez un peu le tourbillon d'émotions dans lequel ils sont. Au départ, ils le pensent mort, noyé, même s'ils gardaient un peu d'espoir, puisque son corps n'était pas encore retrouvé. Et maintenant, ils savent qu'il a simulé sa mort pour les abandonner et pour démarrer une nouvelle vie. Vraiment, c'est un choc. Concernant le motif de sa disparition, il y a 3 hypothèses. La première, c'est qu'il s'est enfui pour retrouver cette fameuse femme, originaire d'Ouzbékistan, et commencer une nouvelle vie avec elle. La seconde hypothèse, c'est qu'il avait des problèmes personnels à régler, il voulait abandonner ses responsabilités, abandonner ses problèmes de tous les jours et les mettre derrière lui.
Puis la troisième hypothèse est la plus basique. Il s'agirait d'une fraude à l'assurance pour toucher les indemnités. Mais bon, je penche plus pour la première et la seconde hypothèse. Et suite à cette affaire, une vidéo TikTok est devenue virale. Une vidéo qui a été tournée à Pacific Beach en Californie. En fait, dans cette vidéo, on voit un homme qui ressemble à Ryan Borgweit. Cet homme s'approche d'une créatrice de contenu du nom de Bailey Baumware. Elle tient une pancarte dans ses mains avec écrit dessus « Demandez-moi des conseils gratuits ». Et en fait, cet homme lui demande s'il doit se rendre en Ouzbékistan pour rencontrer une femme. Need advice on anything? Do I go to Uzbekistan or stay here? Why do you want to go? Meet a woman? To meet a woman. So you've given up on meeting someone here? No, I'm married. Il a été confirmé par les proches de Ryan que cet homme n'est pas Ryan Borgweit. D'ailleurs, il ne compte pas rentrer chez lui. Bon, après, cette affaire est vraiment très récente, donc il y a peut-être encore de nouveaux éléments qui sont arrivés ou qui vont arriver au moment où je tourne cette vidéo. Car là, actuellement, le chef adjoint du shérif est toujours en contact avec lui et il espère que Ryan va coopérer et va rentrer bientôt chez lui. Après, tout dépend aussi du pays dans lequel il se trouve, voir s'il y a un traité d'extradition entre le pays où il est et les États-Unis. Donc voilà pour cette affaire. Passons maintenant à la seconde affaire qui est bien plus macabre. Dans la nuit du 12 juillet 2024, dans la ville d'American Fork, dans l'Utah, à 22h09, un homme appelle le 911 et signale avoir entendu plusieurs coups de feu 2 minutes plus tôt chez sa voisine Tracy Grist, 59 ans. 6 minutes plus tard, après cet appel, à 22h15, c'est Tracy Grist elle-même qui appelle le 911. Elle raconte qu'en effet, il y a eu des coups de feu chez elle, que son beau-fils Matthew Restelli, le mari de sa fille Catherine Restelli, est venu chez elle les menacer avec un couteau. Alors son fils, donc le frère à Catherine, Kevin Stanley Ellis, a tiré sur Matthew. Matthew Restelli a été retrouvé près de l'entrée de la maison de sa belle-mère. Il a été abattu de 7 balles. Les premiers intervenants ont tenté de le sauver, mais en vain. Et il avait un couteau dans sa main droite. Kevin Stanley Ellis a tout de suite avoué avoir tiré sur son beau-frère. Il a alors été arrêté et il a raconté qu'il avait eu peur pour sa vie et qu'il a tiré donc en état de légitime défense. En fait, pour contextualiser, 3 semaines plus tôt, en juin 2024, Catherine avait quitté la maison qu'elle partageait avec son mari Matthew en Californie. Suite à des problèmes de couple, alors elle est partie vivre chez sa mère dans l'Utah avec ses 2 enfants âgés de 5 ans et 3 ans. Et selon Catherine, Matthew avait décidé de se rendre dans l'Utah pour lui parler. Suite à leur séparation, il serait arrivé au domicile de sa belle-mère à 22h06 et c'est là que le drame se serait produit. Il se serait introduit subitement dans la maison, sans sonner, sans frapper et avec un couteau à la main et il les aurait donc menacés. Sauf que plusieurs choses étranges sont rapidement découvertes. Tout d'abord, le couteau qui a été retrouvé dans la main de Matthew était placé dans sa main droite alors que lui est gaucher. S'il menaçait réellement sa belle famille, pourquoi ne pas le faire avec sa main dominante ? Autre chose, la lame était tournée vers l'intérieur et non vers l'extérieur, c'est-à-dire vers lui et non pas vers les autres, donc encore une fois, c'est étrange s'il était menaçant. Et aussi, il a reçu une balle dans le poignet droit, et donc comment a-t-il pu garder en main le couteau s'il a reçu une balle à cet endroit ? Il l'aurait forcément lâché. Aussi, rappelez-vous, Tracy Grist a pris du temps avant d'appeler le 911. Le voisin, lui, a tout de suite appelé les secours dès lors qu'il a entendu les coups de feu, alors que Tracy, elle a attendu plusieurs minutes. Est-ce qu'ils ont peut-être utilisé ce temps pour placer eux-mêmes le couteau dans la main de Matthew ? La police a aussi découvert de la cocaïne et du matériel lié à la consommation de drogue dans la chambre de Kevin Stanley Ellis.
Un test toxicologique a alors été effectué après son arrestation et a montré des résultats positifs à la cocaïne. Il était donc sous l'emprise de la drogue au moment du drame. Kevin Stanley Ellis a déjà été condamné à plusieurs reprises entre 2007 et 2014, notamment pour coups et blessures et pour plusieurs conduites sous l'emprise de l'alcool. Pour en revenir maintenant au couteau, il a également été découvert qu'il s'agissait d'un couteau appartenant à Tracy Grist. Et ça vraiment c'est super étrange, notamment par rapport à la chronologie des faits, car Matthew est arrivé chez sa belle-mère à 22h06, on le sait grâce à la caméra des voisins, puis à 22h07, les coups de feu ont retenti. Comment est-il possible qu'en moins d'une minute, Matthew est rentré de force chez elle, a pris un couteau, les a menacés, puis ensuite a été tué? En sachant que Kevin Stanley Ellis a raconté qu'il a été chercher l'arme dans un coffre-fort dans le garage de sa mère. En à peine une minute, il s'est produit tout ça. Comment c'est possible? Puis c'est aussi étrange que son corps a été retrouvé juste à l'entrée de la maison. S'il les a menacés, pourquoi restait-il à l'entrée? Si quelqu'un est menaçant, il bouge, il s'avance, mais il ne reste pas au pied de la porte. Il est bien plus probable qu'à peine arrivé, qu'à peine rentré, il a été tué. Autre élément encore, l'historique de recherche de Tracy Grist a été fouillé et voici quelques-unes des recherches qu'elle a faites. Enregistrement des armes à feu dans l'Utah, comment fonctionne la vente privée d'armes à feu dans l'Utah, demander le divorce si la femme est résidente de l'Utah et le mari est résident de la Californie, si le père de mon enfant et moi n'avons pas d'accord de garde en place, peut-il prendre mon enfant, enlèvement parental et absence d'ordonnance de garde, que faire? Elle a aussi fait des recherches sur des cimetières ainsi que sur des affaires criminelles. Bon, ici je pense qu'on a tous et toutes fait des recherches sur des affaires criminelles, mais dans son cas, elle, c'est pas n'importe laquelle. Par exemple, elle a fait une recherche sur une affaire où la belle-mère et la fille tuent le mari de la fille. Drôle de coïncidence. Donc là, l'affaire commence à se tisser petit à petit. Et on sait que Catherine et Matthew avaient des problèmes conjugaux. D'ailleurs, la veille du drame, Catherine a consulté un avocat spécialisé en divorce. Donc elle souhaitait vraiment quitter son mari. Et contrairement à ce que Catherine a raconté, ce n'est pas Matthew qui voulait se rendre dans l'Utah de lui-même pour lui parler, c'est elle qui l'a fait venir, en lui faisant croire qu'elle allait repartir avec lui. Et ça, on sait tout ça grâce aux échanges retrouvés dans le téléphone de Catherine et aussi de sa mère Tracy. Et au départ, Matthew ne voulait pas se déplacer dans l'Utah pour récupérer sa femme. Il lui a plutôt proposé de lui payer une voiture de location pour qu'elle puisse donc rentrer chez elle en Californie. Sauf que d'après les messages retrouvés dans le téléphone de Tracy, sa mère lui a conseillé de simuler une entorse à la cheville comme excuse pour ne pas conduire. Donc finalement, Matthew n'avait pas d'autre choix que de se déplacer dans l'Utah. Et le jour du drame, il pensait donc que sa femme et ses enfants allaient revenir avec lui. Il pensait qu'elle souhaitait rentrer et que ce break, cette petite séparation était terminée, sans savoir qu'un piège lui a été tendu. Et Catherine n'avait en réalité aucune intention de repartir avec lui en Californie. Elle ne souhaitait pas non plus se remettre avec lui. C'était vraiment terminé. Sauf que dans les messages retrouvés, on voit bien qu'elle lui a tendu un guet-apens, car dans les messages, on peut voir qu'elle l'aidait à choisir les meilleures routes à emprunter pour venir dans l'Utah, elle lui a donné l'adresse de sa mère ainsi que le code d'accès pour entrer, etc. D'autres messages troublants ont encore été retrouvés. Le 13 mai, Catherine a envoyé ce message à une amie. « J'essaie d'attendre, mais je pourrais bien tuer Matt aujourd'hui. » Et le lendemain du drame, alors que Catherine est en vidéo, en chat vidéo avec des amis, elle montre l'endroit où Matthew est mort, elle montre le sang sur le tapis et elle dit aussi qu'elle est heureuse de la mort de son mari. Et enfin, toute dernière découverte, le jour où Catherine a quitté la Californie le 20 juin pour se rendre chez sa mère dans l'Utah, eh bien elle a caché un AirTag dans la voiture de son mari. Après ça, Catherine, sa mère et son frère ont pu suivre tous ses déplacements. Un AirTag, c'est une sorte de GPS, ça lui a permis de le localiser. Et le jour du drame, via l'application, il savait très bien où était Matthew, il savait vers quelle heure il allait arriver, donc ainsi, ils ont bien pu se préparer à son arrivée.
Suite à tous ces éléments, le 29 octobre 2024, Tracy Grist et Catherine Restelli ont été arrêtés pour meurtre. Quant au frère de Catherine, lui, il avait déjà été arrêté la nuit du drame. Donc voilà pour cette affaire, ce sont les derniers éléments que l'on a à ce jour. Alors pour le procès, on peut évidemment encore attendre, je pense plusieurs mois, voire surtout plusieurs années. Tous les trois sont donc impliqués dans le meurtre de Matthew Restelli, sa femme, sa belle-mère et son beau-frère. Ils l'ont attiré chez sa belle-mère et ils l'ont tué. Au niveau du motif du meurtre, il semble que Catherine voulait divorcer, mais elle craignait que la procédure ne soit trop longue et elle craignait aussi de ne pas avoir la garde de ses enfants. On passe maintenant à la troisième et dernière affaire. Le 19 septembre 2019, Robin Ovington appelle le 911 et signale à l'opérateur que sa fille Destiny Oliver, 5 ans, vient d'être abattue dans sa maison au 502 Balsam Drive à Fountain City dans le Tennessee d'une balle dans la poitrine. Who did it? The guy that's walking to your door? Yes. Okay, what's your name, ma'am? Robin. Robin. Okay, where's your daughter at, ma'am? She's on the couch. She's on the couch. Destiny a ensuite été emmenée à l'hôpital où elle a été déclarée morte. Et lorsque les autorités sont arrivées sur le lieu du drame, Robin était assise, son téléphone en main, et elle avait un comportement plutôt calme. Elle fut ensuite interrogée par la police 2 heures environ après le drame et elle a d'abord déclaré qu'un homme inconnu est entré dans la maison, a tiré une fois dans la poitrine de sa fille avant de s'échapper dans une voiture qu'elle a décrite comme une Chrysler 300 de couleur noire. Sauf qu'elle a rapidement changé de version pour dire cette fois que c'est le père de Destiny, Antoine Oliver, qui a tiré sur sa fille puis qu'il s'est enfui, toujours dans une Chrysler 300, mais cette fois de couleur blanche. Concernant l'arme qui a servi à tuer la petite Destiny, elle a été retrouvée cachée dans un buisson près du domicile. Et à la suite de cette découverte, Robin a raconté une nouvelle histoire et elle a dit que c'est son petit ami, un homme différent du père de Destiny, qui a caché l'arme. Donc là, à ce stade, elle a raconté plusieurs histoires différentes. Est-ce un inconnu? Est-ce le père de Destiny? Ou bien est-ce son petit ami? Sauf qu'au sujet de cette dernière version, on sait que ce n'est pas son petit ami qui a caché l'arme dans le buisson, on le sait grâce à une caméra d'un voisin. Les images ont capturé Robin Ovington elle-même en train d'essuyer l'arme avec un chiffon, puis de la jeter dans les buissons devant sa maison. Suite à ces images, les enquêteurs forcément l'ont confrontée à ce sujet et c'est là qu'elle a changé à nouveau de version, affirmant cette fois qu'elle a en effet jeté l'arme parce que, alors écoutez bien, elle a jeté l'arme après que son fils de 2 ans l'ait trouvée dans un placard et tiré sur sa sœur dans la poitrine. Et oui, vous avez bien entendu, elle a accusé son fils de 2 ans d'avoir tué sa sœur de 5 ans. Involontairement bien sûr. Donc là, à ce stade de l'affaire, les enquêteurs sont plutôt perplexes. Elle a été interrogée quand même à plusieurs reprises. À chaque reprise, elle a donné une version différente. Et là, dans sa toute dernière version, elle raconte que c'est son fils de 2 ans qui a tiré sur sa sœur. D'ailleurs, on a retrouvé un message qu'elle a envoyé dans lequel elle dit que c'est son fils qui a tué sa sœur. Elle a envoyé ce message juste peu de temps après le drame, alors qu'elle était dans la voiture en route vers l'hôpital. Donc, est-ce qu'elle a raconté un nouveau mensonge ou pas? Et si c'est la vérité, c'est qu'elle a raconté tous ces mensonges dans le but de protéger son fils. Concernant ce fameux message, elle a tenté de le dissimuler, car une fois arrivée à l'hôpital, elle a tenté de casser son téléphone pour empêcher la police de le fouiller, et elle a ensuite tenté aussi de le refiler à quelqu'un d'autre. Et elle a déclaré avoir agi ainsi car elle avait peur qu'il contienne des preuves de vente de drogue, car elle vend de la drogue, mais est-ce pour cette raison-là ou est-ce pour pas qu'il ne découvre son fameux message?
Suite à tous ces éléments, Robin Ovington a été accusée de négligence aggravée envers un enfant, de rédaction d'un faux rapport, de falsification de preuves et de meurtre. Le procès a eu lieu en mars 2024 et lors de celui-ci, Robin Ovington a déclaré qu'elle était sortie quelques minutes pour déplacer sa voiture et pour fumer et qu'elle a entendu le coup de feu alors qu'elle s'apprêtait à rentrer dans la maison. Et lorsqu'elle a vu que son fils a tué sa fille, elle a pris l'arme et elle l'a cachée à l'extérieur. Elle a ensuite raconté plusieurs versions différentes pour imputer le crime à quelqu'un d'autre que son fils. Donc, d'après ses dires, il s'agirait d'un tragique accident. Et toutes ces actions, tous ces mensonges qu'elle a dit visaient à protéger son fils. Aucune empreinte digitale n'a été retrouvée sur l'arme. Malheureusement, ça aurait pu nous aider, mais aucune empreinte n'a été trouvée. Par contre, des résidus de poudre ont été retrouvés sur le short et le t-shirt du fils qu'il portait le jour du drame, ainsi que sur la robe que portait Robin Ovington. Antoine Oliver, qui est donc le père de Destiny, a demandé la peine maximale. Il a déclaré, je cite, « Ils ont ruiné ma vie alors que j'essayais de faire le deuil de ma petite fille. C'est une vaurien qui ne se souciait pas de Destiny, seulement d'elle-même. Robin est la raison pour laquelle ma fille est morte. Je veux qu'elle pourrisse en prison. » La colère du père de Destiny est tout à fait entendable, surtout que suite au faux témoignage de Robin, eh bien, il n'a pas pu assister aux funérailles de sa fille, comme l'enquête était en cours, comme il était suspecté. Robin Ovington a été condamnée à 22 ans de prison. Elle a été condamnée pour homicide involontaire. Le juge a déclaré qu'il ne croyait pas à son histoire selon laquelle c'est son fils qui a tiré. Je trouve qu'il a appliqué une peine plutôt clémente pour quelqu'un qui ne croit pas en son histoire. Dites-moi vous ce que vous en pensez. A-t-elle vraiment voulu protéger son fils ou a-t-elle menti une fois de plus? A-t-elle sauvagement tué sa fille et a fait porter le chapeau à son fils? Si elle a voulu protéger son fils, soit. Si elle a voulu lui faire porter le chapeau, c'est abominable. Mais dans le cas où elle aurait tué elle-même sa fille, la question c'est vraiment pourquoi? Pour quelle raison? Quel est le motif? À moins que ce ne soit pas intentionnel, car une rumeur dit que Robin et son petit ami étaient en train de se disputer pour l'arme lorsque le coup serait parti. Et pour en revenir au fait que ce soit son fils qui ait fait cela, imaginons cette hypothèse qu'elle a vraiment voulu le protéger, imaginons que ça s'est produit comme elle le raconte, car même si c'est rare, on a déjà entendu ce type d'affaires où des parents laissent traîner leurs armes et l'enfant réussit à mettre la main dessus. Et bien malgré ça, elle reste bien entendu coupable aux yeux de la loi car elle est responsable de ses enfants tout comme elle est responsable de son arme. Donc voilà, ça explique aussi les 22 ans de prison pour homicide involontaire. Concernant l'arme du crime, elle a donc raconté qu'elle se trouvait dans l'armoire et que son fils a pris et a traîné un tabouret pour pouvoir atteindre et prendre l'arme. Alors je trouve ça plutôt gros, dites-moi vous ce que vous en pensez et comment un enfant de 2 ans peut-il réussir à porter une arme et à tirer? Une arme, c'est quand même plutôt lourd. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Puis aussi, elle a menti tellement de fois que c'est compliqué de la croire. À la limite, elle aurait pu aussi rester sur l'histoire initiale de l'inconnu. Mais pourquoi accuser le père de Destiny? Bon, malgré tout, le doute planera toujours sur ce qui s'est réellement passé, mais ce que je retiens aussi, c'est qu'elle est restée impassible lors de l'appel au 911. Et je ne l'ai pas encore dit jusque-là, mais Robin n'avait pas de sang sur elle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas tenté de réanimer sa fille. Donc voilà pour cette affaire ainsi que pour cette vidéo. J'espère que ce format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, comme ça je ferai d'autres vidéos de ce type. En attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.